Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et ce soir nous allons parler de jeux alternatifs. Le jeu de rôle est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder. Un peu comme un film, notre point de vue vis-à-vis de ce dernier est très subjectif. Et tout comme au cinéma, il existe des blockbusters, des licences énormes connues de tous, mais il existe également des films d'auteur qui souvent apportent une approche différente, des sujets plus sensibles, des réalisations créatives, des choix de narration différents. Il en est exactement de même pour les jeux de rôle alternatifs. Il existe dans ce milieu autant d'intentions qu'il y a d'auteurs. Il est donc impossible de toutes les exprimer. Cependant, afin de soulever un petit peu le voile sur ce qu'est le jeu alternatif, c'est vers un de ces derniers que l'on va se tourner. Monsieur Simon Lee, auteur prolifique chez Angel Dust Jeux de rôle, va nous accompagner tout au long de ce voyage autour du jeu alternatif. Et on va déjà lui poser la première question. Qu'est-ce qu'un jeu alternatif ? Alors, bon, c'est toujours difficile de définir ce qu'est le jeu de rôle alternatif en tant que tel. Si j'ai envie d'esquiver, je dirais c'est des jeux qui ne sont pas tradis. Voilà. Mais en gros, s'il faut définir un petit peu ce que c'est, je dirais que ce sont des jeux qui sortent un peu des sentiers battus. Quand on regarde un peu la majorité des jeux qui sont proposés, on va dire sur le marché du jeu de rôle aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont identiques ou qui peuvent se retrouver dans ces jeux-là. C'est bon, bah, souvent des jeux qui sont des jeux d'aventure ou des jeux d'enquête avec des univers qui sont souvent dépaysants. C'est des jeux à scénario, c'est des jeux avec des meneurs de jeu, etc. C'est le mode de jeu un peu par défaut très répandu, quoi. Ça, c'est le jeu de rôle traditionnel. Et donc, du coup, bah, le jeu de rôle alternatif, c'est ce qui, pour moi, c'est ce qui sort un petit peu de ce schéma-là. Et du coup, ça englobe plein de manières de jouer qui sont, on va dire, pas forcément usuelles. Après, c'est tout un spectre, quoi. C'est difficile de vraiment définir où se trouve la délimitation exacte, quoi. Mais voilà, dans les jeux pardon, alternatifs, tu retrouves des choses qui suivent pas la tendance majoritaire, des mécaniques de jeu, des thématiques, des manières d'aborder des thématiques. Donc ça peut passer par des éléments comme des narrations, ou en tout cas une autorité sur la narration plus largement partagée, par exemple le fait de ne pas avoir de meneur de jeu, des systèmes de règles un peu taillés sur mesure, des jeux innovants, des invitations aux sentiments, etc. Finalement, existe-t-il une réelle différence avec le jeu de rôle dit classique, ou est-ce que ça va plus loin qu'un simple système de règles ? En fait, c'est difficile de définir vraiment ce qu'est le jeu de rôle classique, entre guillemets. En tout cas, il y a une posture par défaut, on va dire, ou un mode de jeu par défaut, qui est le mode de jeu le plus répandu, hein, comme je disais, un meneur de jeu, des jeux à scénario avec des univers très dépaysants ou ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est un peu le mode par défaut, ou le mode de jeu le plus répandu. C'est pas forcément le mode de jeu le plus naturel, on va dire, pour jouer à toutes sortes de jeux de rôle, quoi. Disons que ce mode de jeu-là, ce dispositif de jeu-là, facilite certains types de jeux, quoi, ou certains types de sentiments, certains types d'expériences, on va dire, que le jeu de rôle alternatif, alors que le jeu de rôle alternatif tente d'explorer d'autres, on va dire, d'autres expériences, d'autres modes de jeu. Et du coup, pour atteindre ces expériences-là, eh bien, les dispositifs de jeu sont un petit peu différents. Tout cela fait que le jeu de rôle alternatif peut être un petit peu intimidant à aborder. Est-ce que c'est un type de jeu qui est fait pour tout le monde ? Intimidant, c'est assez étonnant, en fait, finalement, que tu me dises ça. C'est pas du tout le ressenti que j'ai. Moi, j'ai plutôt tendance à être intimidé par les jeux de rôle tradis, donc je sais pas trop de ce côté-là, mais en tout cas, disons que comme le jeu, on va dire tradi entre guillemets, est le mode de jeu un peu le plus répandu par défaut, bah, les gens
ont tendance à commencer par ce mode de jeu-là, quoi. Et du coup, ben, on va dire, les gens ne savent pas forcément, et moi le premier, hein, moi j'ai commencé par Donjons et Dragons, donc tu vois, et avant de découvrir toute la scène indépendante et alternative, je n'avais aucune idée qu'on pouvait jouer autrement. Donc peut-être que c'est intimidant de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on va découvrir de nouvelles manières de jouer, on va découvrir des nouveaux modes de jeu qui font qu'on va eh bien, devoir se défaire de nos habitudes. Et c'est peut-être ça qui rend le côté intimidant. En tout cas, je sais pas si c'est, enfin, c'est une vraie réalité, quoi. Est-ce que c'est si intimidant que ça? Mais en tout cas, il y a pas de raison que les jeux alternatifs ne soient pas destinés enfin, soient destinés uniquement à certains genres de personnes, quoi. Tout le monde peut y jouer, bien sûr. D'autant plus que, anecdote un petit peu amusante, c'est en général les débutants, les gens qui n'ont jamais joué à ce mode de jeu-là et qui ont jamais joué aux jeux de rôle tout court, qui se sentent le plus à l'aise parce que justement ils ont pas les biais un peu cognitifs de la manière dont ils ont appris à jouer aux jeux de rôle. Parce que jouer aux jeux de rôle, ça s'apprend, quoi. Et donc quand on a appris d'une certaine manière, c'est parfois difficile de changer ses habitudes. Voilà. Bon, du coup, pour répondre à ta question, est-ce que tout le monde peut y jouer? Bah bien sûr, enfin il y a pas de raison, quoi. Nous allons à présent rejoindre un panel d'experts afin de creuser un petit peu plus la question, connaître les bonnes astuces pour maîtriser et pour jouer lorsque l'on fait du jeu alternatif. Bonsoir. Hello. Histoire de commencer de façon un petit peu propre, est-ce que nous pourrions avoir une petite présentation rapide de nos deux invités de marque? Donc Simon, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n'ont pas regardé la vidéo de ton interview, donc ne mettez pas en pause le live pour aller voir la vidéo, faites-le après. Mais du coup, est-ce que tu pourrais te présenter vraiment en quelques mots pour nos viewers? Ouais, alors Simon Lee, j'écris des jeux de rôle, alternatifs, je mets des guillemets. J'écris je suis auteur de jeux de rôle. Et, voilà, des jeux indépendants et qui sortent, je pense, un petit peu du carcan mainstream. Et du coup, même question pour notre second invité de marque, Monsieur Valentin. Hello, alors moi je sais pas si je suis si de marque que ça, parce que je suis avant tout un joueur en fait de jeux de rôle. Alors j'ai beaucoup aimé le jeu de rôle traditionnel, j'y ai beaucoup joué en tant que meneur et en tant que joueur. Et je suis passé au jeu de rôle alternatif il y a quelques années, un peu comme une sorte de transformation. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est le game design, la création de jeux de rôle. Et puis aussi la théorie, le fait de réfléchir un peu avec des réflexions fumeuses autour de qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, qu'est-ce qui s'y passe. Donc voilà, j'essaie de déployer tout un tas d'outils un peu issus des sciences humaines pour comprendre le jeu de rôle. Et puis j'officie dans la communauté qui s'appelle les courants alternatifs, justement. Et j'y passe du bon temps à discuter avec plein de gens qui essayent de réfléchir autour du jeu de rôle et comment on peut sortir un peu des cadres normaux, entre guillemets, quoi. Voilà. Ben, du coup, je vais te poser tout de suite une question, étant donné que c'est quelque chose qui a déjà été posé sur le chat. Quelle est ta définition, à toi, des jeux de rôle alternatifs? Alors, c'est un peu une tarte à la crème, cette question des définitions. J'ai pas envie de botter en touche du tout. L'idée, c'est pas de dire, c'est pas très important. Je vais me référer plutôt à un ami qui s'appelle Fabien Hildwein, qui a enregistré une contribution très récemment à l'occasion d'un podcast qui s'appelle le podcast Frankenstein, numéro 8, donc où il y a plein d'intervenants qui s'agrègent autour d'un thème, et la question c'était « Qu'est-ce qu'un jeu de rôle alternatif pour vous ?» Donc du coup, je vais renvoyer la balle à Fabien, parce qu'en fait, je souscris à 100% à ce qu'il dit. Donc lui, il a une position très analytique, c'est un sociologue, et il parle de la norme, et il nous dit, en fait, on peut identifier quelque chose qui est la norme. La norme, c'est la norme statistique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent dans une pratique. Donc dans le cadre du jeu de rôle, la norme, ça va être, Simon en a parlé dans la vidéo d'introduction, ça va être, va y avoir souvent un meneur de jeu et des joueurs, va y avoir des dés, va y avoir des compétences, va y avoir un scénario, et en fait, on pourrait faire une liste qui est non exhaustive, mais en tout cas qui nous donne une idée
de ce qu'est la norme en jeu de rôle. Bien sûr, il y a des écarts à cette norme, hein, c'est pas quelque chose de complètement unique et tout le monde correspond à cette norme, mais c'est un peu un ensemble de choses qu'on retrouve le plus souvent en jeu de rôle. Donc ça, c'est la norme, c'est un ensemble, un espace un peu flou, mais quand même qu'on peut à peu près identifier. Et la définition de Fabien, que j'aime beaucoup, en fait, c'est de dire qu'un jeu de rôle alternatif, c'est un jeu de rôle qui s'éloigne de cette norme. Donc en fait, c'est une définition qui est négative. Donc, si jamais on me demande, est-ce que tu peux définir positivement, c'est-à-dire donne-moi un ensemble de caractéristiques qui me permettent d'identifier un jeu de rôle alternatif, je pourrais pas le faire en fait. Je pourrais juste vous dire, non, moi je peux avoir qu'une définition en creux, une définition qui s'oppose à quelque chose qui est la norme. Donc du coup, si la norme change, si par exemple dans 20 ans, plus personne joue avec des dés et des meneurs, les jeux de rôle alternatifs vont changer aussi. Donc du coup, un jeu de rôle alternatif, c'est vraiment quelque chose qui est construit en rapport à quelque chose d'autre. Donc ça, c'est ma définition. C'est pas forcément satisfaisant ou utile, mais ça permet d'identifier de quoi on parle. Moi, quand je parle de jeu de rôle alternatif, c'est ça. Très bien. Du coup, je tiens à préciser dès maintenant que ce qu'on va essayer de parler de ce soir, ça va être de comment jouer et comment maîtriser sur du jeu de rôle alternatif. La définition plus avancée, la volonté derrière le jeu alternatif, ça sera pour la prochaine émission sur ce topic. Donc on va commencer tout de suite avec une première série de questions. On va s'intéresser à quand on veut maîtriser un jeu de rôle alternatif. Quels sont les défis qu'on va avoir à faire face? Quels sont les changements par rapport à justement du jeu de rôle traditionnel? Bref, comment procéder? Et on va commencer par poser cette première question. Comment présenter une partie alternative aux joueurs? Est-ce qu'on a besoin d'une présentation spécifique pour qu'ils ne se sentent pas piégés? Est-ce qu'au contraire, on peut y aller à volo? Et on va poser la question à Monsieur Simonly. La question du briefing, c'est un truc qu'on se pose vraiment beaucoup en ce moment. Parce que simplement présenter le dispositif de jeu, parfois, c'est pas suffisant pour que on puisse bien appréhender le jeu en question. Donc, est-ce qu'il y a une manière spécifique où je dirais oui, mais pas le même pour tous les jeux en fait. Tu peux pas déployer, je pense, le même style de briefing pour tous les jeux. Un truc qui est important de penser, peut-être, c'est l'intention de base qu'il y a derrière le jeu. En tout cas, c'est comme ça que je le ferai. Que j'ai envie de transmettre, quel genre d'expérience j'ai envie de transmettre à la partie que je vais proposer. C'est pas forcément quelque chose que, en tout cas moi, en tant que joueur, quand je vais jouer à des conventions, par exemple, lorsqu'on me présente un jeu un peu tradit, en fait, en général, on présente l'univers et en fait, soit l'univers t'accroche, go, soit l'univers t'accroche pas et c'est pas très grave. Mais je pense que dans certains types de jeux alternatifs, il y a besoin de préciser l'intention qu'il y a derrière, le dispositif de jeu, typiquement quand il n'y a pas de meneur, ou quand il y a plusieurs meneurs, ou ce genre de choses. L'idée, c'est de ne pas piéger les gens qui viennent jouer à ta table, et leur dire, venez, vous verrez, et on peut avoir des mauvaises surprises, je pense, à ce moment-là. En fait, ça dépend complètement du public. En fait, soit j'ai affaire à des joueurs qui sont déjà rôlistes, qui jouent à des jeux de rôle classiques par ailleurs. Et là, en général, je vais essayer de leur montrer quelles sont les différences fondamentales avec ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je vais leur dire, ok, je vous propose tel jeu, alors attention, je vais bien leur préciser, par exemple, il n'y a pas de scénario, il y a un cadre de jeu, mais vous êtes totalement libre d'aller là où vous voulez, mais ne cherchez pas un scénario, par exemple, si c'est ça. Ou alors je vais leur dire, attention, il n'y a pas de meneur, donc là, il va falloir inventer des choses, c'est pas comme d'habitude, etc. Donc moi, ma première question, c'est, ok, si ce sont des joueurs de jeux de rôle classiques, où est-ce qu'ils vont être dépaysés? Et je préfère les prévenir parce qu'ils peuvent avoir des attentes qui vont pas du tout être remplies par le jeu. Ils peuvent être surpris, et donc c'est la première question que je me pose. Maintenant, quand j'ai affaire à des joueurs complètement novices, qui ont jamais eu affaire au jeu de rôle, en fait, je m'embête pas avec tout ça. Je leur dis simplement, ok, je vous propose un jeu. Moi, j'appelle ça un jeu de rôle. Vous allez voir. Je vais vous expliquer le jeu. Et en fait, je leur explique directement les règles. En résumé, quoi.
Et puis après, je leur dis, est-ce que ça vous tente? Mais je vais pas faire l'effort de bien distinguer le jeu, parce qu'en fait, il n'y a pas d'attente pour un joueur novice. Donc en fait, je prends pas si tu veux, de pincettes particulières vis-à-vis de ce public. Alors, je vais rajouter une toute petite parenthèse. Il y a un truc que j'ai remarqué, parce que je jouais beaucoup avec des joueurs novices, enfin, je joue beaucoup avec des joueurs novices, et j'ai vu une transformation il y a de ça 3-4 ans. Ça marchait bien, en fait, la technique dont je te parle, de ne rien dire aux joueurs et de dire on va jouer. Et en fait, les parties étaient toujours super cool. Mais depuis l'arrivée du streaming de jeux de rôle, il y a des gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle, mais qui ont déjà des attentes. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois n'importe quel stream de jeu de rôle, le genre du grenier ou autre, en fait, tu te dis, ah ok, c'est ça le jeu de rôle. Donc maintenant, je suis obligé de faire comme avec les joueurs de jeux de rôle classiques et de leur dire, alors attention, si vous voulez jouer à ce jeu, je vous préviens juste que ça, il n'y aura pas, ça, il y aura, et vous n'êtes pas forcément habitué, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit peu le protocole que j'utilise, moi, pour présenter le principe. Après, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où, généralement, quand on présente du jeu alternatif à des gens qui sont des vieux briscards du jeu de rôle, il y a une phase de désapprentissage des automatismes qui vont attendre que le MJ leur donne des informations, leur donne des choses qui n'auront pas forcément, qui ne sont pas toujours prévues dans le cadre du jeu qu'on est en train de faire. Donc je pense que déjà, c'est vrai que mettre l'accent sur avoir d'un côté les joueurs qui sont expérimentés et les joueurs qui sont totalement novices, c'est deux approches différentes, encore plus pour du jeu alternatif que pour du jeu de rôle classique. Que pour ma part, j'ai affaire beaucoup moins des joueurs novices, puisque je joue principalement en club et avec quelques groupes assez restreints. Donc, pour présenter une partie de jeu alternative, effectivement, j'évite l'effet de surprise parce que il peut donner lieu à effectivement des attentes non comblées et donc d'une mauvaise surprise. Donc j'introduis en général en présentant le jeu comme une expérience différente. C'est toujours du jeu de rôle, mais nous allons jouer différemment par rapport à nos habitudes. Et j'enchaîne avec l'explication. Voilà. Mais c'est le terme expérience différente qui présente bien le truc, qui introduit et qui... Et du coup, voilà, les joueurs on pique leur curiosité et puis après, on se laisse bercer par le contexte du jeu spécifique, les règles spécifiques, ainsi de suite. Donc voilà comment je présente ma partie de jeu alternatif pour moi. Du coup, on va enchaîner sur une autre question. De nombreux jeux alternatifs utilisent la narration partagée, comme ça a été signalé. Pour les maîtres de jeu qui n'ont jamais eu l'occasion de faire l'expérience de la narration partagée, est-ce que vous avez des conseils, des astuces, bref, comment vous gérez la narration partagée? Je sais d'ailleurs que, pour ne citer que moi en exemple, c'est quelque chose que j'ai eu souvent du mal en tant que meneur. Alors j'ai tendance à ne avoir trop la main mise sur la narration. Donc, quels seraient vos conseils pour faire de la narration partagée? Et on va demander à Monsieur Steven. Pour moi, alors j'ai peu utilisé encore ce mode de jeu. Je l'ai déjà fait, mais j'ai pas énormément de retour d'expérience dessus. Je le fais crescendo, c'est-à-dire qu'au début, j'arbitre beaucoup. J'incite d'abord les joueurs à prendre la parole. Et au fur et à mesure, je leur laisse de plus en plus de champ et de liberté, quoi, jusqu'à ce qu'ils prennent complètement le truc en main. Donc un peu plus arbitraire, je fais des arbitrages un peu plus au début, et au fur et à mesure de la partie, je lâche la corde, comme on dit. Voilà. Encore répondre, ça dépend. Et finir par dire que c'est ma réponse par défaut. Et ouais, ça dépend. Alors, au niveau du partage de l'autorité de la narration, moi je vois ça comme un spectre. Certains jeux définissent, partagent, on va dire, l'autorité sur la narration de manière différente. Donc allant du le plus tradit entre guillemets, où c'est le MJ qui a la responsabilité de l'univers et les joueurs qui a la responsabilité de
personnage, jusqu'à tout le monde a la responsabilité sur tout, de manière complètement égale, et il y a des paliers un peu entre, donc ça dépend où le jeu se situe. Typiquement, par exemple, dans les PBTA, le maître du jeu, il a tendance à poser des questions, ensuite il prend ou pas ce que répondent les joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est un spectre. Maintenant, dans ce spectre-là, comment pousser, entre guillemets, les gens ou aider les gens à se lancer dans la narration, je pense que c'est plus une question de lâcher prise, d'écoute, le sens où, puisque si on prend le cas où tout le monde a la même autorité sur la narration, en fait, si on se fait des films un peu à l'avance et on essaye de forcer des choses à l'avance parce qu'on s'est fait son film dans sa tête, on peut très vite être déçu par le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va dire quelque chose qui vit la trajectoire de ce qu'on avait en tête. Donc un bon moyen d'être déçu, c'est de penser la fiction en amont, en fait. Alors que dans ce mode de jeu-là, ce qui est souvent très sympa, c'est de dire je me laisse porter, j'écoute, et je pose des choses que j'ai envie au moment opportun, en rebondissant sur les autres, mais ne pas se monter tout un scénario tout seul dans sa tête, tu vois. Je réfléchis depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, moi j'ai plus trop l'habitude de jouer à des jeux à narration partagée, dans le sens où il y a plein de jeux alternatifs différents. Une manière d'être alternatif, c'est effectivement de partager l'autorité narrative. Et ça, j'ai tendance à dire que en ce moment, moi, c'est un truc que j'aime moins. C'est-à-dire, je me rapproche du côté classique, où j'aime moins partager la narration, j'aime bien quand il y a un meneur des joueurs. Et donc, j'essaie de réfléchir à comment je fais pour... je pense que je rejoins Simon totalement, et j'irais presque à l'inverse de Steven. C'est Steven, c'est ça? Oui. Tout à fait. Ok, merci. Alors, je pense qu'il y a plusieurs méthodes, bien sûr, mais la mienne, en tout cas, c'est vraiment de lâcher. C'est pas d'y aller petit à petit, mais c'est au contraire d'y aller à fond et de dire et presque de ne pas trop prendre le jeu de rôle au sérieux. C'est-à-dire, ok, souvent les jeux alternatifs, c'est des jeux courts. C'est pas des jeux qui nous engagent sur des campagnes énormes. C'est des jeux dont les parties vont durer 2 heures, 3 heures, mais on n'en a jamais pour 8 heures en général. Enfin, c'est très très rare, j'en connais pas. Donc, pour se lancer dans la narration partagée, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est on fait une soirée détente avec bière, bretzel, ce que vous voulez, et on prend pas le jeu trop au sérieux. En tout cas, c'est comme ça que je fais, moi. C'est-à-dire que je me dis, allez, on y va, on raconte un peu ce qu'on veut. Ça peut être un peu décousu, ça peut un peu partir dans tous les sens, mais ça aide beaucoup, en fait, à dédramatiser la question. C'est en tout cas comme ça que je prends le truc, avec la possibilité, après, d'essayer de reconstruire par-dessus des briques en disant « Ah, ça vous dit que là, en fait, on structure un peu plus la partie comme ça. Ça vous dit qu'on essaye tel autre jeu qui structure un peu plus l'autorité. » Et presque de reconstruire de l'autorité là où on avait tout déconstruit au début pendant des petites soirées détentes, quoi. Il y a des jeux, d'ailleurs, qui sont super intéressants pour commencer comme ça, avec une narration totalement partagée. Donc, il y a le très fameux, maintenant, For the Queen, qui permet ça, qui est vraiment fait pour les parties de 1 heure, 1 heure et demie, quoi, où tout le monde a l'autorité sur tous les éléments de la narration. Je rebondis sur ce que tu dis, Valentin, parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine pression. Je ne sais pas d'où elle vient. Est-ce que c'est une pression qu'on se met soi-même, ou une pression qu'on se met vis-à-vis de nos attentes ou des autres, je ne sais pas. Et sur la qualité de la fiction, je ne sais pas comment appeler ça. C'est quelque chose que forcément, si tout le monde a la même part d'autorité sur la narration, c'est plus difficile d'aller vers une fiction cohérente, bien ficelée, avec des twists, des fusils de Tchekhov bien placés, machin et tout. En tout cas, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible. Mais en fait, peut-être qu'on se met simplement une pression de fou en se disant, en fait, moi, quand je joue au jeu de rôle, j'ai envie que ma fiction, elle claque tout le temps, en fait. J'ai des attentes de fou, quoi. Alors que
Au contraire, si tu te mets dans ta position, Valentin, en mode on chill, c'est une soirée vraiment détente, quoi, ça dédramatise effectivement le côté, c'est pas grave si c'est décousu. Ouais, et puis en fait, il y a un plaisir de la narration partagée, quoi. C'est-à-dire, on rebondit sur ce que disent les autres, c'est sympa en soi, c'est-à-dire que même si la fiction est nulle, on peut prendre, moi je prends énormément de plaisir à faire ça, faire cette activité de rebondir sur ce que disent les autres, inventer des trucs, puis ça dure pas longtemps, c'est sympa. Ouais, clairement, il y a ce point-là, quoi, de dédramatisation qui est, à mon sens, essentiel. Ouais, je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a, on retrouve, après une première expérience où on a déconstruit la partie classique ou le jeu mainstream pour en faire un jeu alternatif à narration partagée, après une toute première expérience, c'est vrai qu'on se retrouve plus facilement quand on refait une partie avec ou les mêmes joueurs ou des gens qui ont déjà fait de la narration partagée. On se retrouve plus facilement dans une ambiance plus détente où les gens ont cette attente de pouvoir rebondir et ça devient un exercice assez attendu par tout le monde. Et du coup, comme tu dis, Simon, ce côté un petit peu pression dans lequel il faut absolument que la fiction claque, etc., se détend et du coup, les joueurs, au fur et à mesure de leur expérience sur ce type de partie, en attendent moins, se mettent moins de pression et du coup, il y a un aspect beaucoup plus relâche, et l'exercice en soi devient vachement plus sympathique, quoi. Et je pense qu'il y a une toute première expérience, un peu souvent découvrir le truc et il y a l'après et dans cet après, il y a énormément de choses qui se passent et c'est beaucoup plus détendu. C'est beaucoup plus détendu. Les gens sont beaucoup plus prêts, s'attendent à vivre une expérience différente et à vivre une expérience véritablement, quoi. C'est ce que j'ai pu constater au fur et à mesure du temps. Après, je dirais que on peut quand même avoir une fiction qui va claquer dans tous les sens, mais ça va plus être des habitudes de joueurs, dans le sens où on peut placer sciemment plein d'éléments complètement inutiles dans notre narration, abandonner des objets sur notre route, mettre des fusils de Chekhov tout simplement un petit peu partout à disposition, mais pas pour soi, pour les autres joueurs, afin de vraiment créer ce rebondissement et avoir une narration qui va s'envoler avec justement en jouant le petit poussé, en mettant plein de petites miettes de pain de façon à ce que les autres joueurs puissent rebondir. Et du coup c'est un peu une autre façon de jouer, parce qu'on va pas jouer pour soi pour essayer d'être bien, on va pas non plus essayer de jouer pour faire que notre groupe progresse, mais on va on va donner des éléments pour nourrir notre narration et justement avoir au final quelque chose de grandiloquent, quelque chose d'incroyable et des rebondissements aussi exotiques les uns que les autres. Il y a un effet aussi par rapport à ce que tu dis, qui est souvent la fiction telle qu'on la raconte durant la partie, elle n'est pas si ouf que ça, quel que soit le jeu, que ça soit traduit ou pas en fait. Il y a une part de reconstruction mentale que tu fais soit pendant la partie ou un peu après, qui fait que en fait finalement toi tu t'as trouvé ça oufissime, tu vois. Mais ce que tu dis sur le moment, c'est pas, enfin, c'est pas aussi parce que tu es dans le moment, quoi. Et c'est vraiment ce truc de dire sur l'instant, on se met pas la pression de vouloir faire quelque chose de grandiloquent, etc. Mais derrière, de toute façon, il y a un processus mental qui fait qu'on reconstruit la fiction, et derrière, on donne sens, en fait. On donne sens à ce qui a été dit. Là, du coup, on retourne un peu sur ce qui a été dit précédemment. Ce qui est vraiment intéressant, ça va être les sentiments, le ressenti. Parce que même si l'histoire en elle-même, si on devait la raconter derrière, n'est pas forcément incroyable, c'est possible que lorsqu'on les jouait, au contraire, on était pris au trip et qu'on ait trouvé ça incroyable, pour moins qu'on puisse dire. Voire qu'on soit complètement incapable de re-raconter parce qu'on se rend compte que c'est totalement incohérent, mais sur le coup, ça avait du sens. Quelle est l'importance du système de règles dans un jeu alternatif ? Et je pose la question parce qu'on a pas mal de jeux alternatifs qui vont se
passer de mécaniques, notamment de dés ou de choses comme ça, donc qui vont entièrement se jouer à l'interprétation des joueurs ou du MJ. Est-ce qu'au final, si on se passe du système de règles, on est encore sur un jeu? En fait, cette histoire du système de jeu, bon, je pense que il va falloir que je me contrôle parce que là, sinon, on en a pour des heures. Ok. Donc, en fait, il y a une sorte d'implicite dans ta question qui est de dire, bah voilà, les jeux alternatifs, on voit que ça déconstruit un peu les mécaniques et c'est un peu freeform. Il y a un côté comme ça, quoi. Il y a un côté, ok, les règles sont moins présentes, on voit qu'il y a moins de mécaniques, on voit que c'est moins, il y a moins de rouage. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans les jeux alternatifs? Il y a un peu cette idée. En ce qui me concerne, j'ai tendance à penser que les jeux alternatifs, mais en fait tous les jeux alternatifs compris, reposent fondamentalement sur leur système de jeu. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'on va appeler système de jeu, notamment dans les créateurs de jeux alternatifs, ça va être les mécaniques, mais beaucoup plus de choses que ça. Typiquement, la manière dont on répartit la parole. Donc typiquement, on a parlé de est-ce qu'il y a un meneur de jeu ou pas, ce genre de choses. Par exemple, est-ce qu'il y a des tours de parole? Par exemple, le fait que certains jeux disent on parle chacun son tour, un peu comme dans un combat à Donjons et Dragons, mais ça sur toute la partie, par exemple. Dans les jeux alternatifs, pour moi, ça fait totalement partie du système de jeu. Il y a dans les jeux classiques un système de jeu qui est constitué de règles qui sont souvent implicites. Il y a des manières d'organiser les tours de parole en dehors des combats, il y a des manières de se passer la main. Par exemple, un écran de jeu, il y a beaucoup de gens qui jouent avec un écran sans que ce soit marqué dans le jeu. Pour moi, ça, c'est une manière de jouer qui structure la partie. Le fait de faire des jets de dés derrière le paravent ou devant, pour moi, ça va changer énormément de choses en fait dans le jeu. Donc, si tu veux, le système de jeu, pour moi, c'est tout ça. C'est tous ces éléments qui vont influencer l'expérience de jeu. Et donc, quand on pense le système de jeu comme ça, on voit que les jeux alternatifs, en fait, ont des systèmes de jeu qui sont très riches. C'est pas des systèmes de jeu beaucoup plus light, forcément. C'est juste qu'ils vont allouer leur complexité à d'autres endroits que d'habitude. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir éventuellement des mécaniques très complexes avec des systèmes 2D vraiment très détaillés, il y a des jeux alternatifs comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas de cette forme-là, et qui vont dire plutôt, bah regardez, on vous a mis un ensemble de phrases qui sont des mots-clés, d'un ensemble de phrases qui se construisent avec des mots-clés, que vous allez devoir prononcer à certains moments, par exemple, ou alors il y a tout un système, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir de construction de scènes, on va faire des scènes d'un certain type, puis d'un autre, puis encore d'un autre, puis d'un dernier, dans un certain ordre. Il peut y avoir des thématiques qui sont extrêmement fouillées. Enfin bref, il y a plein d'éléments qui vont faire que le système de jeu est différent, mais il n'est pas pour autant pas important. Au contraire, en fait, je pense que vraiment, pour pouvoir proposer une expérience alternative, il faut, à mon sens, proposer un système de jeu qui est différent et qui cadre l'expérience de jeu de manière assez forte. Parce que si jamais l'expérience de jeu n'est pas suffisamment cadrée, en fait, on va retomber dans nos habitudes de jeu. On va retomber dans nos manières de jouer classiques. Donc, en fait, à l'inverse de cette idée que le jeu de rôle alternatif serait beaucoup plus freeform, beaucoup plus libre, moi, j'ai tendance à penser l'inverse, que c'est quelque chose qui nous cadre et qui nous force à regarder ailleurs. Mais pas forcément un ailleurs qui est d'autres mécaniques. Un ailleurs qui est composé de plein de choses, quoi. Voilà pour en rester relativement là. Donc du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, il faut être plus carré au niveau des règles sur un jeu alternatif que sur un jeu classique. Sachant que généralement sur un jeu classique, très vite on commence à se prendre des libertés sur les combats, on va les faire un petit peu comme ça, parce que sinon c'est long et ce genre de choses. Oui, alors bon, là je pense qu'il y a des questions d'école, parce que bon, faut pas se mentir, autant dans les manières, si tu veux, de jouer à des jeux de rôle classiques que dans les manières de jouer à des jeux de rôle alternatifs, il y a des écoles différentes. En ce qui me concerne, personnellement, je suis de cette école-là, c'est-à-dire je dis, pour moi, il faut essayer au maximum de respecter à la lettre en fait les règles d'un jeu alternatif, parce qu'en fait, si jamais on ne le fait pas, on peut se couper d'un truc qui est super important, qui paye pas de mine, parce que si on l'imagine dans un jeu de rôle tradi, ça aurait pas beaucoup d'importance, mais dans ce jeu-là, ça s'inscrit dans tout un système en interrelation avec les autres règles qui vont produire un effet super important pour le jeu. Donc j'aurais tendance à penser que, au moins les premières parties, il faudrait commencer à suivre très strictement les règles, avec bien sûr une marge. Enfin, on n'est pas là pour dire
attention, respectez parfaitement le livre de règles. Mais essayez de faire cet effort, quoi. Essayer de suivre à peu près comme c'est marqué, pour essayer de voir où ça nous mène, quitte à après mettre de l'eau dans son vin et composer avec l'expérience de jeu. Mais oui, pour cette raison, j'ai tendance à recommander ça, oui. Écoute, je te rejoins totalement. Je pense notamment à Ten Candles que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, qui est plein de phrases précises à dire aux joueurs qui ritualisent tout le jeu et qui ont un impact incroyable. Eh ben, je rejoins beaucoup Valentin dans tout ce qu'il vient de dire. Parce que effectivement, je pense que les jeux alternatifs proposent un cadre de règles, là où les autres jeux classiques ne proposent pas. Donc en fait, ils vont se focaliser sur d'autres parties, d'autres points, sur des terrains plus ou moins inconnus ou en friche, d'une partie classique de jeu de rôle, pour zoomer dessus et puis en faire ressortir cette particularité, quoi. Donc il faut que ce soit très cadré, il faut que ce soit bien défini, sinon on passe un peu à côté de l'expérience, je pense. Avoir des règles freeform, c'est jamais très très bon parce que malheureusement, tout ce qui est flou ou mal défini ne génère que des parties de jeu qui sont un petit peu loupées, qui passent un petit peu à côté. On est toujours un petit peu déçu de ce qui se passe parce que on ressent à un moment donné que le cadre est pas défini, que c'est pas très clair tout ça, et donc du coup, on a du mal à se retrouver, à se positionner dans un cadre mal défini. Les jeux alternatifs, justement, ils proposent un cadre nouveau, ils nous proposent un système de règles qui est complètement différent. Il peut être très libertaire sur certains aspects, mais il est non moins bel et bien défini. Et c'est ça qui, pour moi, fait la qualité ou la richesse d'un jeu alternatif, c'est justement de cadrer là où les autres ne vont pas, quoi, en fait. Et il faut que ça le soit, sinon l'expérience est pas très réussie. Alors, j'ai tendance à nuancer du coup un peu ce qui vient d'être dit, tant par Valentin que par Steven. Tu fais bien. Déjà, premier truc que j'aimerais dire, c'est dans le jeu de rôle traditionnel, c'est assez ironique parce que c'est des jeux qui sont très cadrés dans leurs règles, que ce soit dans les règles mécaniques de résolution mécanique, typiquement le combat, ou dans des règles d'univers, parce que souvent ces jeux-là viennent avec un univers qui est fort, qui a une forte identité. Et en fait, il y a tout le bagage rôliste du meneur, des joueurs, qui viennent se superposer dessus, et il y a une sorte de transmission un petit peu en mode c'est un peu la blague, tu prends Cthulhu et t'adaptes, quoi. Je me demande par exemple si tu donnes un livre de jeu de rôle tradi à des novices, ils savent pas ce que c'est le jeu de rôle, tu leur donnes le livre, comment ils jouent, tu vois. On a des acquis parce qu'on nous a transmis ce genre de jeu d'une certaine manière, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est autant cadré que ça, mais finalement quand tu regardes les 400 pages de bouquins de règles, les choses sont assez cadrées et cadrées pour fournir une expérience assez précise, quoi. Alors typiquement dans Donjons et Dragons, c'est les combats par exemple. Ça c'est un premier truc que je voulais dire par rapport à ça, et du coup le pendant sur les jeux de rôle alternatifs, de dire effectivement les règles sont là pour proposer une expérience qui est donc forcément on a tendance à cadrer et je pense qu'en tant qu'auteur, les auteurs de jeux un peu alternatifs ont tendance à cadrer un peu de telle sorte à ce que on ne tombe pas dans des habitudes de jeu qu'on aurait si on a déjà joué à du jeu de rôle tradi, tu vois. Mais il y a des espaces de liberté et une sorte de culture du hack, une sorte de flou volontairement mis à certains endroits pour créer un certain type d'expérience, quoi. Je pense que le flou il existe souvent,
mais il est mis à certains endroits un peu exprès. Nuancer un peu. Avant de passer à la suite, est-ce que vous voyez un conseil ou des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait s'essayer à maîtriser du coup des jeux alternatifs? Et on va commencer à poser la question à Simon. La question, c'est des conseils pour des gens qui veulent débuter, qui savent pas ce que c'est. Proposer, c'est ça? Ben voilà, si on est un maître de jeu, débutant ou expérimenté, mais que c'est la première fois qu'on veut faire du jeu alternatif, est-ce que tu as un conseil ou des conseils à donner pour les aider dans cette démarche? Je pense que je vois trois trucs, mais faut peut-être pas faire les trois en même temps. Enfin, c'est 3 pistes de réflexion. Le premier, c'est de prendre le bouquin de jeu, comme disait Valentin, d'essayer de suivre un maximum à la lettre qui est écrit dans le livre, voilà, pour essayer d'avoir l'expérience la plus totale possible. Une autre piste, c'est de faire du mimétisme. Donc, il y a des actual plays de parties, de jeux de rôle alternatifs, quoi. Ça permet de voir comment on y joue, comment une partie se déroule, etc. Voilà. Et la dernière piste, c'est de contacter les auteurs, simplement. La communauté est assez petite et assez ouverte pour que, je pense, tous les auteurs de jeux de rôle, en général, hein, jeux de rôle, mais jeux de rôle alternatifs en particulier sur les courants alternatifs, les gens viennent te répondre avec enthousiasme, quoi. Donc je pense que voilà, 3 pistes que je vois, mais est-ce qu'il faut faire les 3 en même temps? Est-ce qu'il faut en choisir que certains? Ça, je ne saurais pas dire. C'est vrai que demander à l'auteur, ça marche très bien. J'ai notamment énormément embêté quelqu'un pour jouer à Dané. Je ne citerai personne, aucun auteur présent ici. Je vous mettrai bien sûr le lien pour les courants alternatifs dans la description de la vidéo. Et on va demander son avis à Valentin. C'est compliqué cette histoire de conseils. Je ne saurais pas trop quoi dire aux gens, à vrai dire. Dans le sens où... En fait, c'est un petit peu comme si tu me demandais, pour bien débuter au Monopoly, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, j'ai envie de te dire, vas-y, joue, quoi, lis les règles et vas-y. Et c'est peut-être le seul conseil. Je rajouterais un truc, c'est joue plutôt avec des gens qui n'ont pas fait de jeu de rôle traditionnel. C'est-à-dire, joue avec des gens avec lesquels tu as envie de jouer. Et il n'y a rien de plus à dire, quoi. Après, en fait, je pense que ça, ce serait le conseil de base. Et puis, on pourrait aller beaucoup plus loin pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour que les parties soient les meilleures possibles, tu vois. Et ça, c'est un axe de réflexion qui nous emmènerait vers des millions de choses. Mais si tu me demandais un seul conseil, vraiment le voir comme du Monopoly, quoi. C'est-à-dire, en général, mais c'est pas toujours le cas, les jeux alternatifs essayent d'être autosuffisants, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'une culture de jeu et de beaucoup de travail. En général, tu lis les règles, tu fais ce qui est marqué dans le livre, point barre. C'est, je trouve, une des grosses qualités en fait des jeux alternatifs, en tout cas de ceux que je connais. Du coup, faut en profiter en fait. C'est clair que si on me demande si tu as des conseils à donner à quelqu'un qui débute le jeu de rôle classique, là je dirais ah oui, alors là c'est compliqué parce qu'en fait tu vas devoir te taper les bouquins, mais c'est pas fini parce qu'après il faudra préparer la partie, etc., etc. Tandis que là, ouvre la boîte, lis les règles et let's go, quoi. Bon, c'est pas aussi simple que ça, parce que du coup, on a toutes nos préconceptions de ce qu'est un jeu de rôle et il faut composer avec. Mais dans l'idée, c'est ça. Enfin, c'est ce que je dirais en ce qui me concerne. Pour ma part, je vais donner un conseil qu'on donne très régulièrement sur cette scène. Lancez-vous, déjà. N'ayez pas peur, c'est pas parce que c'est un jeu alternatif que c'est spécialement plus compliqué qu'autre chose. Ça l'est peut-être même moins. Et un autre conseil qui m'a été donné, essayez de lâcher prise. C'est au pire, vous aurez fait une mauvaise partie, c'est pas très grave. Essayez de vous détendre, hein. Ça va sûrement bien se passer.
Surtout si vous le présentez à vos joueurs et que vous leur expliquez que c'est une première partie et vous essayez quelque chose, ils sont généralement plus indulgents et vous donneront probablement des bons retours et des conseils pour améliorer vos futures parties. Je trouve la question très difficile aussi. Et je pense qu'il faut... C'est plus facile d'approche qu'il n'y paraît. Comme l'a dit Valentin, c'est quelque chose de... Voilà, on ouvre, on découvre, on absorbe les règles, on applique ce qu'il y a dedans, et ça, c'est une mise en route qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile en général. Pour les vieux briscards, pour ceux qui ont pratiqué le jeu de rôle depuis longtemps, je dirais que si vous avez envie d'une expérience un petit peu différente, c'est vraiment une expérience à tenter. C'est quelque chose il faut vraiment s'essayer à ça. Ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Voilà. Quitte à... Ça peut même nous ouvrir des perspectives à replacer dans une partie plus classique, au gré d'une scène bien spécifique ou autre. Et ouais, c'est très instructif, quoi. Et surtout, ouais, il faut pas avoir peur. Il faut... Lancez-vous, comme tu dis, Romain. Il faut se lancer, quoi. Voilà. Pour le coup, j'aurais peut-être une question à nos deux auteurs, pour ma part, en ce qui concerne un petit tips. Enfin, j'ai une question, moi, concernant ce petit tips pour les parties à narration partagée. Est-ce que dans ce cadre de jeu-là, la narration partagée, est-ce que vous adresseriez en premier lieu autour de la table pour détendre, pour faciliter les premiers échanges à des gens que vous sachiez déjà, que vous savez déjà être des MJ ou pas du tout? Ou au contraire, vous adressez plutôt à ceux qui sont joueurs pour casser le truc et susciter plus d'effets de surprise? Alors, moi, la perspective de jouer à un jeu à narration partagée avec des gens qui sont que des MJ tradis m'angoisse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que en fait, les meneurs de jeu sont souvent les rôlistes les plus investis dans leur pratique. C'est eux voilà, qui font le plus d'efforts et tout, et qui en général vont se constituer des habitudes de jeu qui sont les plus particulières, personnelles, je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire vraiment, un meneur de jeu, souvent, il a dû travailler, tu vois, pour réfléchir à comment jouer, à comment structurer sa manière de jouer, comment structurer son improvisation et tout. Et donc, lui dire, OK, maintenant, on va faire un truc que tu sais pas du tout faire, c'est-à-dire partager la narration. Et on va le faire à fond. Je pense que c'est très dur, en fait, pour un meneur de jeu. Pas parce qu'il est mauvais, c'est juste que ça lui demande une telle contorsion de l'esprit, de passer d'une manière de jouer à une autre, qui peut avoir l'impression qu'il y a certains outils qui peut mobiliser, alors qu'en fait non, qu'il y a certains outils qui pourraient mobiliser, qui seraient très utiles, qui sont en fait inutilisables dans les parties classiques, que là il peut utiliser très facilement. Moi j'aurais tendance à dire plutôt des joueurs en fait. Vraiment, pour le coup, ça me semble plus facile quoi. Plutôt d'accord aussi. Un autre, par contre, biais que pourraient avoir les joueurs usuellement, c'est le fait de dire, c'est le fait de peut-être avoir peur de se lancer justement. On peut avoir l'habitude de suivre une trame ou d'attendre d'être relancé, etc. Voilà, c'est des habitudes que tu finis par avoir quand tu es joueur, quoi. C'est un frein, on va dire, par rapport à ce que tu dis, Valentin. Et, globalement, je suis plutôt d'accord avec toi dans le sens où tu mets narration partagée, je sais pas moi, 4 personnes qui ont l'habitude de s'investir et de préparer les trucs de bout en bout. Je sais pas, j'ai jamais essayé, peut-être que ça marche bien, mais... Ah, ça peut être une expérience exotique. Mais effectivement, ce que tu dis sur les joueurs, c'est finalement un peu le pendant symétrique, c'est-à-dire quand tu as l'habitude d'avoir ton personnage et de réfléchir à ton personnage et de ne surtout pas empiéter sur les prérogatives du meneur de jeu et de bien faire cette différence, etc. Quand justement on te demande de sortir, voilà, il peut y avoir le même phénomène. Donc c'est clair que c'est une question compliquée en fait, la question que tu poses,
comme l'a nuancé un peu Simon. Mais bon, voilà quelques pistes en tout cas pour le moment. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'autre côté de l'équation. On va s'intéresser à comment jouer à un jeu alternatif. Parce que, encore une fois, on va devoir faire appel à des nouvelles habitudes de joueurs. On va devoir casser certaines habitudes. Donc, quels est, selon vous, les bons gestes pour pouvoir pleinement apprécier l'expérience d'un jeu alternatif? Donc, voilà. Dans quel état d'esprit il faudrait se mettre, quels sont les bons réflexes à avoir lorsqu'on va s'attaquer à un jeu alternatif, contrairement justement à un jeu traditionnel. Encore une fois, pas facile. C'est la soirée des questions dures. C'est un petit peu mon signature. Il faut faire que des questions qui sont très compliquées. Mais vous avez eu avant, vous voyez. Le premier truc à réaliser, c'est un truc que tu peux réaliser toi-même, c'est te rendre compte que ta pratique, elle va pas de soi. C'est-à-dire que simplement, dans un premier temps, te dire oui, effectivement, pourquoi est-ce que on jouerait forcément des jeux d'aventure ou d'enquête avec un scénario déjà travaillé, un MJ, etc. Enfin, simplement, le fait de se poser et dire ok, j'ai envie de découvrir quelque chose d'autre. Ça aide déjà beaucoup. Et il y a un côté désapprentissage, entre guillemets. Je ne saurais pas comment l'évoquer vraiment proprement, quoi. Il y a une question de lâcher prise et de désapprentissage. Comme on disait tout à l'heure, si tu joues à un jeu où il n'y a pas de scénario, forcément, désapprendre le fait que tu dois jouer pour le groupe ou tu dois jouer pour aller quelque part narrativement, enfin, ou par exemple le fait de ne pas rentrer en conflit avec d'autres personnages parce que tu as l'habitude que il faut que le groupe reste soudé, etc. C'est des automatismes en fait. Et finalement, il y a des jeux qui demandent à ce qu'il y ait des clashs entre les personnages des joueurs. Il y a au contraire, il y a des jeux qui demandent, par exemple, un rythme lent avec des silences. Qui permettent de bien rentrer dans une certaine ambiance, une certaine atmosphère, alors que d'habitude, on a plutôt horreur du silence quand on joue à des jeux en général. Enfin, il y a plein d'automatismes. Alors du coup, je saurais pas vraiment épingler tous ces petits trucs. Je lance quelques pistes comme ça, mais c'est une question super difficile. Ouais. Là, je pense à deux choses. Donc, je souscris totalement à ce que dit Simon. Il y a deux éléments qui me sont venus en tête. On a la chance en fait d'avoir à l'heure actuelle des gens qui jouent à des parties de jeux de rôle, qui s'enregistrent et qui postent ça sur Internet, ce qui est absolument incroyable. Et ça peut aider en fait de regarder un peu ce qui se fait dans la diversité des jeux, mais de regarder, je sais pas, 5-10 minutes. Ça peut suffire pour se dire ah ok, en fait les gens font ça. Ok, et en fait on recolle les morceaux beaucoup plus vite. Donc ça peut être un premier élément. Bien sûr, il ne faut pas essayer de coller à ce que les gens font, mais ça peut donner des idées en tout cas. Et il y a un deuxième conseil que j'aurais tendance à donner, c'est de dire aux gens, aux joueurs, pour le coup, n'hésitez pas à lire le livre de jeu. C'est quelque chose qu'on fait assez peu en fait en jeu de rôle classique. Mais en général, il y a plein de conseils pour les joueurs dans les jeux alternatifs. Il y a vraiment des petits tips sur n'hésitez pas à faire ceci, n'hésitez pas à faire cela. Et habituellement, ça va être le meneur de jeu ou l'animateur, c'est-à-dire la seule personne qui s'est tapé le bouquin, qui va essayer de le transmettre aux joueurs. Et ça, souvent, c'est assez laborieux parce qu'en fait, on n'a pas tellement cette habitude de faire en sorte que les joueurs lisent aussi le livre de jeu. En général, quand c'est des livres qui font 30 pages, ou quand tu as un chapitre qui est conseil aux joueurs, ça se lit bien en fait. Tu peux le donner aux gens, si c'est en PDF ou quoi. Et ça aide en général pas mal. Bon, c'est pas ultime non plus. Et bien sûr, voilà, comme l'a indiqué Simon, autre conseil, la tentative de désapprendre. Alors ça, c'est le lâcher prise. Je pense qu'on tourne autour d'une notion qui est assez centrale quand même dans la discussion. Cette idée de ne pas prendre pour argent comptant les habitudes qu'on a prises quand on jouait au jeu de rôle classique. Mais on en a déjà beaucoup parlé. Du coup, pour ma part, je dirais
encore une fois, voilà, lâcher prise, tout ça, ça a été largement évoqué. Essayez de comprendre aussi ce que souhaite vous transmettre le maître de jeu. Simplement, on a pas mal parlé de sentiments, d'émotions, et c'est quelque chose qu'on peut faire un petit peu abstraction. Souvent, régulièrement, en début de partie, on peut avoir des joueurs qui sont moins attentifs, parce que pour diverses raisons. Essayez de vraiment comprendre quelle est la volonté du maître de jeu, et déjà ça devrait vous aider à mieux cibler ce qu'on attend de vous en tant que joueur. Et à partir de là, laissez-vous porter par la narration, essayez d'interagir avec les autres. Bref, profitez de l'expérience, prenez ça comme une expérience de jeu vraiment différente, et pas comme on va faire notre partie du jeu de rôle de la semaine, et puis basta. C'est un petit peu aussi ce qui fait le charme des jeux alternatifs, c'est d'avoir tout ce côté d'alternatif. Et de pouvoir essayer autre chose, vraiment avoir une nouvelle expérience. Il y avait un élément que j'aimerais rajouter, qui finalement est assez important pour moi. Dans la prise en charge des jeux alternatifs, en tant que joueur et en tant que meneur, en tant qu'animateur, vu que les jeux de rôle alternatifs, souvent, ils vont nous proposer une expérience assez identifiée, assez différente de ce dont on a l'habitude, et qu'on a donné par ailleurs tout à l'heure comme conseil d'essayer de suivre les règles au maximum. Quelque chose que je fais tellement de manière évidente maintenant, mais qui me semble fondamental, c'est de se dire c'est tout à fait OK de ne pas aimer certains jeux alternatifs. Et en fait, c'est un truc qui est libérateur, c'est-à-dire dire OK, on a joué à ce truc, c'était nul, 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 nul. On n'a pas du tout aimé, le jeu nous a emmené dans une direction, c'était laborieux, mais comme il y a des jeux de plateau qui sont vraiment mauvais, enfin qu'on n'aime pas, pour le coup, ou des jeux vidéo, on essaye, on fait une partie, on fait oh là là, c'est pas pour moi. Et en fait, je trouve que les jeux de rôle alternatifs nous permettent pas mal de se mettre dans cet état d'esprit, parce que contrairement aux jeux classiques où l'expérience de jeu, elle est très déterminée par ce que va faire le meneur de jeu, en termes de scénario, en termes d'animation, en termes de campagne, etc. Là, dans les jeux alternatifs, c'est un peu moins vrai, c'est-à-dire par rapport à notre perspective de dire ok, essayez d'aller là où le jeu vous emmène, c'est tout à fait ok à la fin de la partie se dire vraiment c'était pas top, et se mettre dans cette idée-là, de se dire que c'est tout à fait ok d'avoir une partie qui n'est pas top et que en fait le jeu n'était pas fait pour nous, et on va jouer à un autre jeu, et pour moi très libérateur quoi. Du coup j'ai plus la pression, si vous voulez, pour résumer. Je souscris à beaucoup de choses enfin quasiment tout ce qui a été dit. Effectivement, de lâcher prise, comme vient de le dire Valentin, ne pas mettre autant cette pression et se dire tout à fait, c'est tout à fait d'accord pour vivre une expérience à part entière, qui autour d'un même jeu peut être très différent d'ailleurs, hein. C'est pas forcément qu'une question de jeu ou autre. Donc voilà, c'est donner des tips comme ça pour donner des bons gestes spécifiques. Je pense pas qu'il y ait de véritables recettes précises. Voilà, oui, juste l'envie sans doute de vouloir tenter quelque chose de différent. Comme dit Valentin, ouais, c'est un nouveau cadre, c'est une nouvelle expérience. Donc là où on pourra peut-être trouver des points de repère, c'est de bien suivre les règles du jeu. Pour le coup, dans un jeu alternatif, elles prennent une dimension autre, parce qu'elles sont complètement imbriquées dans le fait de nous apporter une nouvelle expérience. Donc encore plus que d'habitude, peut-être essayer de suivre un peu plus, c'est de s'approprier les règles, et en général, elles vous permettent, elles sont une partie intégrante de cette expérience-là, quoi. Voilà pour moi. Eh ben écoute, tant qu'on est là, on va poser la question inverse. Si on est un vieux briscard du jeu de rôle, qu'on a fait 20 ans de Donjons et Dragons, 15 ans de l'appel de Cthulhu, quelles sont les mauvaises habitudes qu'on risque d'avoir et qu'il faut essayer d'éviter? Je pense qu'il faut avant tout s'essayer à désapprendre, ouais, effectivement. Il faut se déstructurer toute notre expérience passée pour se dire, ben là, on va faire quelque chose de complètement différent, quelque chose de complètement nouveau.
c'est pas tant nouveau, mais c'est plutôt différent. Voilà, on va tenter quelque chose de différent. Donc il faut, peut-être encore plus, surtout si on est MJ, un vieux MJ, il faut, lâcher prise là. Pour le coup, voilà, se dire qu'on va pas forcément tout maîtriser, que ça peut nous amener quelque chose de complètement différent et qu'il va falloir se forcer un petit peu à laisser la part belle, à en laisser un petit peu plus aux joueurs, et cetera. Ils ne sont plus nos, on ne maîtrise plus tout à fait, on n'est plus maître tout à fait de leur destinée de joueur, de leur twist, de leurs émotions qu'on va essayer de préparer, qu'on prépare dans un scénario bien. Voilà, c'était quelque chose de beaucoup plus spontané. Enfin, en tout cas, pour l'expérience des jeux alternatifs que j'en ai eu, c'était quelque chose de beaucoup plus spontané. Peut-être aussi se dire, voilà, cette fois, il faut que je lâche prise, il faudrait que je puisse faire quelque chose de... Je vais essayer d'obtenir une nouvelle expérience pour voir ce que je peux en faire et peut-être enrichir ma façon de jouer. Ça peut être l'occasion de se remettre en cause en tant que MJ. Il y a un truc qui nous arrive pas forcément souvent, surtout si on maîtrise beaucoup. Mais ça peut être l'occasion de faire un point sur sur ce qu'on est capable de faire et puis de se remettre un petit peu en cause. Donc je pense qu'il faut vraiment tenter le coup, quoi. Il faut voir ça comme une expérience, comme un nouveau terrain de jeu et s'attendre à en tirer quelque chose. Voilà. De après, non, je vois pas, parce que les systèmes de jeux alternatifs ou les jeux alternatifs nous permettent vraiment une approche différente du jeu de rôle. Donc, juste lâcher prise et s'attendre à vivre quelque chose de très différent. Ouais. Ouais, j'ai pas mieux à dire. Alors on a un excellent tips en direct du chat de la part de Canard de Victorès qui nous dit en tant que joueur, ne pas avoir peur du jugement. Autant les joueurs traditionnels peuvent être intimidés par une prise de parole pour leur personnage, alors que voilà, c'est quelque chose qu'il faut essayer de passer outre. Et je pense que c'est un très bon conseil. Donc étant donné qu'on va être sur une autre mécanique de jeu, il ne faut pas hésiter à en faire plus que ce qu'on ferait normalement et ne pas avoir peur du regard des autres de ce côté-là. On retourne à notre question des vieux briscards et leurs mauvaises habitudes du jeu traditionnel. À quoi doivent-ils faire attention? Et on pose la question à Simon. Je pense que l'essentiel a été dit concernant le lâcher prise, d'être curieux et de vouloir faire un autre type d'expérience. De ce point de vue-là, j'ai pas grand chose à rajouter. Moi, j'aimerais juste ajouter un petit truc, mais c'est mon marronnier du moment. C'est le fait de pas avoir peur, de s'attacher émotionnellement aux personnages, notre personnage, les personnages des autres, les PNJ, etc. En fait, il y a une sorte un peu de coquille, on va dire, coquille émotionnelle, rôliste, dans lequel, comme on joue souvent des aventuriers, des gens qui sont dans l'action, qui vont résoudre des problèmes, qui doivent sauver le monde, qui doivent résoudre des enquêtes, etc. On est dans une posture où l'attachement émotionnel n'est pas forcément première facette que l'on rencontre. Et on peut facilement se dire, bon, voilà, c'est des éléments fictionnels, c'est sympa, on s'en fout, quoi. Moi, mon marronnier du moment, c'est de dire certains jeux, hein, évidemment, c'est difficile de généraliser pour tous les jeux, mais pour certains jeux, oser être sensible, quoi. Oser être sensible, même si et justement ne pas avoir peur du jugement à ce moment-là aussi. On peut avoir une posture un peu, voilà, de personnes qui ressentent, qui s'attachent émotionnellement, qui ressentent des émotions fortes, être sensible à certaines situations, être sensible à certains personnages.
tomber, voilà, cette carapace. C'est un peu mon marronnier du moment, donc je le dis. Et voilà. Après, sinon, tout ce que tu avais dit, Steven, ça me paraît très, très, très bien. Alors, ce qui est très marrant avec ta question, c'est que, en fait, vu que les gens qui sont des vieux briscards, comme tu les as appelés, ils ont souvent un avis assez clair sur ce qu'est le jeu de rôle, comment ça fonctionne et tout. Et donc, quand tu nous mets dans la position de leur dire non, mais en fait, vous n'avez pas bien compris ce qu'est le jeu de rôle, nous, on va se retrouver à se faire aligner par un ensemble de personnes qui vont nous tomber dessus en mode mais vous n'avez rien compris. Donc, voilà. C'est pour ça, je pense qu'on a tous souri de gêne à cette question. Je vais essayer d'y répondre et je m'excuse par alliance envers les vieux briscards pour ce que je vais dire. Vous pouvez totalement ne pas être d'accord avec moi. Néanmoins, bon, bien sûr, comme le disait Simon, il y a cette carapace émotionnelle qui peut exister chez certains rôlistes. Alors, je pense qu'elle vient pas de nulle part. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui existe comme ça dans le jeu de rôle tradi. C'est, à mon sens, dans le jeu de rôle classique, on est face à des enjeux qui sont voilà portés vers l'action et face à la résolution de problèmes externes. C'est-à-dire, va y avoir un problème du genre une enquête à résoudre, un royaume à sauver, tout ce que vous voulez, et on est très peu armé dans le dispositif pour prendre en compte des problèmes internes au personnage. Du genre, j'ai un problème lié au sentiment que j'ai envers un personnage, ou alors un problème de confiance en moi, un problème de sens, et toutes ces problématiques, en fait, vu le dispositif du jeu de rôle tradi, c'est très difficile d'amener ça en jeu, en fait. C'est comme si on me disait, bah ok, on va jouer un FPS, et il va falloir faire un jeu de, je sais pas quoi, un jeu de gestion à une échelle nationale, tu vois. Ouais, bah là, on va avoir un petit problème. C'est un petit peu une analogie pour expliquer que le jeu de rôle tradi, c'est pas forcément fait pour ça. Du coup, on va avoir comme ça des modes de jeu, des manières de jouer qui vont se constituer autour du dispositif. Donc, première chose, c'est qu'en fait, il y a d'autres dispositifs qui permettent d'explorer d'autres choses. Et c'est bien normal d'avoir cette manière de faire, en fait, que d'être bien en retrait de nos émotions. Donc, pour les vieux briscards, voilà, on a cet élément qui a été cité par Simon. Alors, il y en a quelques autres qui me semblent être assez cruciaux. Il y a la question du scénario. Ça revient assez souvent. C'est-à-dire qu'en fait, les rôlistes classiques, ils vont être à la recherche de ce qui a été préparé, de ce qu'il y a derrière, de l'élément qui fait la trame, qui fait la narration. Parce qu'en fait, ils ont été formés à ça, quoi. Ils ont été formés à... on leur donne plein d'éléments, de pistes pas claires, et leur cerveau de rôliste, il est fait pour essayer de repérer les indices, pour essayer de trouver la trame qui va emmener vers la suite du scénario. Et en général, cette habitude de jeu, vraiment, elle se fracasse contre les jeux alternatifs. En général, il y a pas de trame à suivre et de secrets et de préparation. Donc, on va y avoir des gens qui vont essayer de trouver et d'identifier ce qu'il y a dans la partie, dans les signes qui sont donnés pour essayer d'avancer vers la suite du scénario, alors qu'il n'y a en fait pas de scénario. Et c'est apprendre en fait à jouer. Il y a Apocalypsor qui a une phrase dans son livre qui est restée célèbre, qui est jouer pour voir ce qui va se passer. Et ce conseil, pour moi, c'est presque le conseil fondamental en fait des jeux alternatifs, un des conseils fondamentaux, dans le sens où cette posture un peu je pense que ça rejoint cette histoire de lâcher prise, mais qui est finalement assez diverse, qui regroupe un certain nombre de choses, notamment cette idée de, en fait, on va pas jouer pour essayer d'aller dans une direction, on va vraiment jouer pour, j'ai envie de dire, profiter de l'instant et voir où ça nous mène. Et ce truc-là, je pense que c'est un coup à prendre, quoi, pour les rôlistes classiques. C'est un truc à accepter, quoi. C'est difficile à dire, en plus, c'est difficile à expliquer, parce que là, en vous en parlant, je peux pas tellement vous expliquer comment ça se passe. Mais ce truc de jouer pour voir ce qui va se passer me semble être quelque chose qui combat une entre guillemets mauvaise habitude. Et il y a éventuellement un autre point qui est une certaine forme d'évitement du conflit. Donc ça dépend les joueurs, mais il y a des joueurs tradis qui vont avoir tendance à tout faire pour ne pas entrer en conflit avec les autres personnages. Et donc qui vont être dans le consensus, essayer de toujours trouver une solution. On a une petite vanne, justement, une petite blague à ce sujet, c'est tout le monde dans le minivan, à la Scooby-Doo. C'est-à-dire, en fait, on sait bien qu'on est une team de PJ et que il faut que globalement on soit tous ensemble et qu'on va tous dans la même direction, quoi. En fait, il y a énormément de jeux
alternatives qui, au contraire, comme Dané typiquement, qui au contraire se disent on va pas mettre tous les joueurs dans le minivan, mais on va au contraire créer de la tension entre eux. Et c'est de cette tension entre les joueurs et les personnages que va naître toute l'histoire, leurs interactions, le drame, etc. Et une, entre guillemets, mauvaise habitude de Briscard, c'est de surtout pas aller au conflit, quoi. C'est de surtout essayer de... En fait, quand tu mets les deux ensemble, souvent, les parties explosent, quoi, parce que il n'y a pas de scénario, et l'idée, c'est que ce qui va être intéressant, c'est justement les interactions entre les joueurs, les tensions entre les personnages. C'est ça qui va créer la partie. Quand le Briscard met tout le monde d'accord, et il dit non, mais il faut qu'on soit tous ensemble pour aller dans la direction du scénario, là, vu qu'il n'y a pas de scénario, on arrête de jouer, quoi, quelque part. Donc voilà un petit peu les éléments que je pourrais relever ici en quelques minutes. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est un très bon conflit, très bon conseil. Il y a pas mal de jeux alternatifs qui sont un petit peu joueur contre joueur, avec des énormes guillemets, et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans les jeux traditionnels. Donc je pense que c'est un conseil qui avait besoin d'être dit. Je note aussi que vous avez tous les deux parlé de jeux propulsés par l'apocalypse. Est-ce que du coup vous pensez que c'est une bonne passerelle vers les jeux alternatifs ? Simon, est-ce que tu as un avis dessus ? Oui, en fait, pour moi, toute passerelle est bonne à prendre. Du coup, mais oui, c'est un mode de jeu qui se rapproche quand même pas mal du mode de jeu, on va dire, traditionnel. Enfin, voilà, j'ai pas rien de plus à dire, ouais. En fait, j'aurais tendance à opposer, tu sais, la technique Steven et la technique Valentin d'entrer dans le jeu de rôle alternatif. La technique Steven, c'est de dire on y va tranquille, on essaye de mettre en place certains éléments. La technique Valentin, c'est de dire on y va à fond, pas de meneur, on prend des expériences radicales et YOLO, quoi. Je pense qu'en fait, les PBTA, les Powered by the Apocalypse, c'est plutôt la méthode Steven, c'est-à-dire, en fait, ça ressemble à du jeu de rôle classique, mais il y a quelques petits points, du genre, il n'y a pas de scénario, du genre, on joue pour voir ce qui va se passer, du genre, il y a un peu de conflit entre les personnages, mais pas trop. On a notre personnage à nous, et on n'a pas la main sur les décors, sauf de temps en temps où le meneur nous pose des questions, ce qui fait que ça nous permet d'entrer en douceur, tranquillou, dans une manière de jouer un petit peu alternative. Donc si on a envie d'adopter la méthode Steven, je pense que c'est une bonne passerelle de ce point de vue-là, quoi, si on a envie d'y aller soft. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette grande question de comment s'essayer aux jeux alternatifs. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin pour cet premier épisode sur les jeux alternatifs ? Alors je tiens à dire que j'aime beaucoup les joueurs classiques. Je fais un disclaimer de fin simplement pour aussi préciser que là on a opposé beaucoup jeux de rôle classique et jeux de rôle alternatifs, mais en fait c'est surtout par souci pédagogique. La réalité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Voilà, c'est un tout petit point que moi j'aimerais soulever. Voilà, si ça peut être utile. C'est clair que ce soir, on est allé à la pelle, quoi, à la hache. On a fait des grosses catégories, on a généralisé comme des grosses salles. Voilà. Je te rejoins complètement là-dessus, Valentin. On n'a pas été très très propre dans tout ça. J'espère simplement que ça a été utile. Oui, peut-être un dernier point. Si jamais ça intéresse des gens, par exemple, de découvrir des jeux, de découvrir des manières de jouer, qui sont pas forcément satisfaits par le podcast ici et qui voudraient plus de détails sur certains points ou des idées de jeu, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense, Simon, je parle dans ton nom, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est sans souci. Donc, comme on en parlait sur le Discord des cours alternatifs, il y a souvent plein de monde pour parler de jeux alternatifs. Donc, c'est aussi une bonne manière de débuter, de discuter avec la communauté. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et si on pourra apporter, du coup, avec plus de temps, un point de vue plus subtil, ce sera avec plaisir. Donc, bien sûr, je mettrai le lien vers ce Discord dans la description de la vidéo, afin que vous puissiez le retrouver plus facilement. N'hésitez pas à vous abonner pour
le prochain atelier où cette fois-ci on va parler de la volonté derrière les jeux alternatifs. Et on répondra du coup peut-être à cette grande question éternelle de qu'est-ce qu'un jeu alternatif, mais c'est pas dit encore. On se laisse un petit peu de marge pour ça. En tout cas, merci à tous d'être passés. J'espère que vous avez apprécié cette soirée. Vous avez été nombreux sur le chat, donc merci à tous. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir. À bientôt.